Bonjour, aujourd'hui mardi 11 mai et cours numéro 22 de cette année, troisième cours sur la crise Covid. Alors dans les deux premières séances, nous n'étions pas absolument centrés sur la crise Covid, mais nous avions besoin d'acquérir des notions autour de la notion de crise. Nous avions vu également un panorama sur la nature des crises et un autre panorama sur les grandes explications des crises. Alors, nous allons dans cette séance, et pour les séances qui nous restent jusqu'à la fin du mois de mai, nous allons nous centrer donc, grâce à cette préparation, davantage sur la crise Covid elle-même, et nous allons voir donc cette crise Covid, c'est une crise particulière parmi les crises économiques. Et tout d'abord, pour la séance d'aujourd'hui, voir que la crise Covid est une crise originale du point de vue économique dans sa nature. Alors, ça va être une séance assez graphique et donc je vais disparaître, ce qui n'est pas dramatique. Voilà, mais ça va être, il y a pas mal de visuels que je vous ai préparés pour vous aider à comprendre cette originalité. Alors, voilà. Donc, voilà le début du plan. Donc, nous rentrons dans cette deuxième partie sur la crise Covid proprement dit, grâce au travail du précédent paragraphe de première séance. Et pour aujourd'hui, c'est le grand A, c'est cette crise Covid donc, dont nous allons montrer l'originalité, économiquement bien sûr. Pour le reste, je ne suis pas compétent, il y a assez de médecins sur les différents plateaux télé, je vous laisse faire votre choix. Alors, parmi les différentes explications de la crise que nous avons vues dans la séance précédente, ce qui a été mobilisé, c'est la notion de choc externe, de choc exogène. Et grâce à la fixation du vocabulaire effectué, nous allons donc réutiliser cette notion de choc. Alors, la crise donc Covid, on a besoin de voir un peu plus précisément les notions de choc d'offre et de choc de demande. Nous les avions vu passer dans la présentation générale, et nous allons utiliser un visuel qui est derrière un petit modèle simplifié en macroéconomie, avec beaucoup de simplifications, mais qui là permet de présenter un certain nombre de choses. Je crois le modèle dit offre globale, demande globale, ou du moins le schéma qui correspondrait à une partie de ce qu'on appelle le schéma offre globale, demande globale. Alors, c'est un schéma de raisonnement dans lequel on porte sur un graphique, vous allez voir, en abscisse le produit intérieur brut, le revenu national en volume, hein, donc le PIB en volume, voilà. Et en ordonnée, on représente le niveau général des prix dans l'économie, hein, une grandeur, donc de grandeur macroéconomique, le PIB en volume, corrigé de la variation des prix, et en ordonnée, le niveau général des prix. Alors, la demande globale, ici, commençons par elle, pour pouvoir ensuite poser la notion de choc de demande. Nous allons avoir besoin pour tenir le titre donc, du grand A. La courbe de demande globale, elle fournit l'ensemble des combinaisons de revenus réels, de PIB en volume, donc, qui sera noté Y hein, sur l'axe des abscisses, et du niveau général des prix, donc l'ensemble des combinaisons de revenus réels de niveau général des prix, pour lesquels les marchés des biens et services et le marché de la monnaie sont simultanément en équilibre. On dirait donc qu'il y a un équilibre global en termes de biens et services et en termes monétaires. Alors, la visualisation nous donne une courbe ainsi, donc sur l'axe des abscisses, vous avez donc le PIB, mais le PIB donc réel, déflaté, en volume, hein, corrigé de la variation des prix, et en abscisse NGP ou P, indicateur macroéconomique, le niveau général des prix dans l'économie, cette grosse moyenne en quelque sorte du niveau des prix dans l'économie que mesure l'INSEE par un indice et dont il nous donne des nouvelles à travers la variation de cet indice pour en déduire le taux d'inflation ou de déflation dans l'autre sens. Alors,
Cette courbe de demande globale, on peut la représenter de façon simplifiée par la courbe en rouge, donc sur le graphique, et donc liant de façon inverse l'évolution du PIB réel et l'évolution du niveau général des prix. Donc, vous voyez que par exemple au point E0 sur la courbe de demande globale, la YD, vous avez en abscisse un certain volume de PIB, hein, de biens et services créés sur l'année, pour un niveau général des prix, et pour E1, vous avez un autre niveau de PIB en volume, et pour le niveau de prix P1. Voilà. Et donc, de façon, alors, c'est pas un résultat qui est des plus démontrés, il souffre de nombreuses fragilités, mais l'idée, si vous voulez, c'est que si dans l'économie, vous avez une diminution de la demande globale, à ce moment-là, cela peut, à offre donnée, se traduire par une baisse du niveau général des prix du point de vue global. Alors après, reste à voir si l'agrégation au niveau global n'est pas abusive. Enfin, bon, on va travailler sur donc, cette vision simplifiée. Donc voilà une courbe de demande globale ici. Et donc pour nous, ce qui peut être intéressant à voir, c'est plus que la demande globale, mais la notion de choc de demande. Alors, de nombreux événements exogènes, c'est-à-dire extérieurs au modèle économique lui-même, sont susceptibles d'affecter la courbe de demande globale. Alors, il peut s'agir par exemple d'un regain d'optimisme chez les entrepreneurs qui les conduit à accroître le montant de leurs investissements parce qu'ils pensent que dans leurs prévisions, dans leurs anticipations, la demande est bien orientée, et donc ils vont avoir des marchés en expansion, ils vont avoir besoin d'investir, et donc l'investissement, ils achètent des biens d'équipement, et cet achat de biens d'équipement, c'est une demande de biens d'équipement qui se produit et donc qui augmente. Et donc ici, vous avez un exemple qui peut faire augmenter la courbe de demande globale. Il peut s'agir également d'un choc démographique qui peut entraîner une forte hausse de la consommation, un accroissement de population avec un pouvoir d'achat. On peut citer le cas de l'arrivée massive en France des rapatriés d'Algérie en 62, ou encore le processus de réunification allemande au début des années 90. Voilà. Et donc à ce moment-là, suite à la décision allemande d'aligner le marque de l'Ouest et le marque de l'Est, les Allemands de l'Est ont été pris de frénésie, peut-on dire, hein, de consommation, qui a stimulé la demande au sein de l'Allemagne réunifiée. Et donc, cela a pu entraîner, on va le voir par la suite, des tensions inflationnistes. Donc, peut-être que je peux vous présenter le choc de demande ici. Voilà, donc vous retrouvez la courbe YD0 là, de tout à l'heure. Et ici, eh bien, un choc de demande positif tel que je les présente, mais ça se traduit par un déplacement vers la droite de la courbe. Alors j'ai fait un déplacement parallèle, on pourrait discuter sur l'inclinaison, sur la pente, etc. Mais bon, on n'est pas en cours de macroéconomie, on est ici pour utiliser rapidement et le plus simplement possible un visuel qui pourrait nous aider à comprendre quelques grandes tendances. Voilà. Donc, choc positif de demande globale, tel que j'ai pu vous le décrire, à ce moment-là, vous voyez, vous avez l'accroissement, enfin le déplacement vers la droite de la courbe de demande globale de YD0 à YD1. Voilà. Et donc, à ce moment-là, voilà, pour un même niveau de revenu global, vous avez un accroissement, pour un même niveau de prix, vous avez un accroissement du revenu global, et pour un même revenu global, vous avez un accroissement du niveau général des prix. Donc les deux grandeurs, un niveau général des prix et revenu global, PIB en volume, se déplacent dans le même sens. Voilà. Donc voilà pour des chocs positifs de demande. A contrario, si vous avez une forte morosité ambiante, un déclin démographique occasionné par une catastrophe naturelle, l'exil d'une catégorie de population,
eh bien, vous avez un effet inverse. Et donc ici, vous avez un choc négatif sur la demande globale qui est visualisée, où partant de la droite YD0, eh bien, vous avez cette fois-ci un déplacement vers la gauche, hein, de la droite de demande globale, voilà, hein, et donc de YD0 vers YD1. Voilà. Donc voilà comment on peut visualiser ce que nous avions vu la fois dernière, une des grandes explications de crise, un choc exogène, un choc de demande, et nous avons vu un choc positif successivement et un choc négatif. Alors faisons le même travail du côté de l'offre globale. Alors là, c'est un peu plus, il y a un petit préalable ici. Donc regardons l'offre globale et les chocs d'offre globale. Alors l'offre globale, on va la représenter ainsi. Donc toujours dans un cadran avec Y, le PIB en volume, le revenu réel, et en ordonnée P ou NGP, hein, le niveau général des prix, hein, donc pas le prix d'un produit, mais le prix, la moyenne des prix dans l'économie, des biens et services. Hein. Et donc ici, cette courbe, alors elle est un petit peu plus subtile, mais après on va la simplifier encore. Alors on la note YS, hein, avec, donc c'est l'offre globale, avec donc, pardon, avec le S accolé à Y, c'est la notation assez la plus répandue, la plus fréquente, issue des usages anglo-saxons, et on met le S pour supply, SU de PL Y, qui veut dire offre quand on traduit. Hein, voilà. Donc l'offre globale ici. Alors l'offre globale a cette forme particulière. Si on est en situation de plein emploi, vous voyez, si je descends sur l'axe des abscisses ici, vous voyez que l'offre globale est une verticale, et si vous descendez sur l'axe des abscisses, on pourrait dire qu'on a la valeur de l'offre globale qui correspondrait au plein emploi des facteurs, travail et capital, les hommes et les équipements. Mais, comment dire, ceci, c'est une situation particulière dans l'économie qui existe, donc nous la figurons, mais qui, globalement, rare de l'histoire économique, est relativement rare. Donc il faut aller chercher des présentations qui, à côté de la situation de plein emploi, envisagent également, dans l'analyse, des situations de sous-emploi. Donc c'est la partie qui est à gauche de YPE, du plein emploi. Alors je me rends compte que j'ai laissé un point E1, là, excuse-moi, qui ne correspond à rien. On n'en a pas besoin, hein, ce point-là ne nous est pas utile. Et donc, à côté de la situation donc YPE de plein emploi, nous avons eh bien, des situations, des couples Y, P, revenu global, niveau général des prix. Voilà. Alors, en deçà du plein emploi, l'idée que figure cette portion hyperbolique, là, eh bien, l'idée c'est que l'offre globale est flexible, et donc le travail, alors à court terme, les équipements sont plutôt des équipements donnés, même si je sais qu'on peut louer un tractopelle, un échafaudage, etc. Bon, mais globalement, les équipements à court terme, à court et moyen terme sont plutôt donnés, hein, et donc le facteur qui est le plus variable, c'est le travail. Hein. Donc, le travail, le facteur étant le facteur de production le plus variable, peut être utilisé en quantité croissante sans problème s'il y a des besoins de production supplémentaires. Et donc, les chômeurs constituent une réserve de main-d'œuvre facilement mobilisable, hein, pour accroître l'offre de travail. Et donc, à équipement donné, ou à peu près si le travail augmente, eh bien, on va se déplacer de la gauche vers la droite le long de cette portion hyperbolique près. Ça veut dire que, eh bien, dès que tant que vous êtes loin du plein emploi YPE, eh bien, vous utilisez plus de travail, plus de capital, et la hausse de la production. Vous voyez, quand on se déplace sur la portion hyperbolique de la gauche vers la droite, le déplacement horizontal est plus important que le déplacement vertical. Si on décompose le mouvement sur l'axe vert
en un déplacement horizontal plus un déplacement vertical. Donc très loin du plein emploi avec du chômage et des facteurs de production, des capacités productives inemployées. Hein, un surcroît de production se traduit par une augmentation du revenu global et assez peu d'augmentation du niveau général des prix, voire pas du tout si on est très loin du plein emploi. Hein. Et par contre, lorsque vous continuez de la gauche à aller vers la droite, vous déplacez sur le point hyperbolique, vous voyez que on utilise plus de travail, utilise plus de plus de travail surtout. Les capacités productives installées commencent à se tendre, et vous voyez que l'augmentation du revenu global horizontalement est moins importante, et par contre c'est l'effet sur la verticale qui se traduit par une augmentation du niveau général des prix. Et on dira que plus on approche du revenu global Y de plein emploi, plus l'on a des tensions inflationnistes qui peuvent se produire. Voilà. Et si vous arrivez à la valeur de production qui correspond au plein emploi des facteurs, donc là, votre main-d'œuvre est totalement employée, vos équipements sont totalement employés, vos capacités productives tournent à plein régime, et donc si vous essayez d'accélérer encore la machine, vous ne pourrez pas produire plus, puisque vous êtes au maximum, mais ça ne générera que du suremploi, ou on dira plutôt de l'inflation. Voilà, et à ce moment-là, vous retrouvez la verticalité de la courbe. Donc l'idée de cette courbe hyperbolique, là, c'est que en fait, plus vous avancez du plein emploi, plus les effets sur les prix tendent à être importants par rapport aux effets de déplacement sur le revenu global. Et donc, ça correspond assez bien à l'idée que, on dit des goulets d'étranglement se forment, c'est-à-dire que ça, c'est un schéma global, mais il faut voir que dans l'économie, vous pouvez avoir des branches d'activité qui sont complètement en situation de plein emploi, d'autres qui en sont encore loin, et au regard des relations entre fournisseurs, clients dans les entreprises, eh bien, vous pouvez avoir une activité qui tourne à plein ou qui voudrait tourner plus fort, mais les fournisseurs ne suivent pas parce que voilà, ils sont à plein régime, ou alors vous avez des pénuries sectorielles de type de main-d'œuvre, de type de qualification, qui font que vous pouvez avoir globalement encore du sous-emploi de facteurs, mais ici ou là, vous pouvez avoir des tensions donc sur les équipements ou des tensions sur le travail qui fait que avant le plein emploi, vous avez des tensions inflationnistes et arrivé au plein emploi, toute volonté d'accroître la production ne se traduira que par un accroissement du niveau général des prix et donc de l'inflation. Donc c'est cette courbe d'offre globale que l'on va utiliser. Alors vous avez peut-être reconnu dans l'histoire que je viens de raconter quelque chose qu'on avait vu dans le thème précédent cette année à propos du chômage, quand on avait présenté l'analyse keynésienne. Et donc c'est ici la lecture keynésienne qui est pertinente de l'offre globale, puisque les néoclassiques la visualiseraient, cette offre globale, comme une verticale uniquement, une offre qui serait donnée à court terme, d'ailleurs supposant, vous vous souvenez par là, qu'on est en permanence, sauf exception, au plein emploi des facteurs. Donc, je ne veux pas trancher qui a raison des néoclassiques ou des keynésiens, voilà, mais quand même, si on veut représenter une économie avec la situation de plein emploi et la situation qui malheureusement, depuis un certain temps, est la situation de chômage et de sous-emploi, il faut bien avoir un instrument qui permette de rendre compte de ce problème et non pas supposer qu'on a le plein emploi et en déduire que l'intervention publique, que les politiques sont inutiles. C'est des raisonnements qui reposent sur des hypothèses ad hoc qui semblent quand même assez fragiles. Alors, courbe d'offre globale, et donc ce qu'on va faire ici, pour simplifier les choses, mais de façon honnête, on va laisser tomber la partie verticale de la courbe d'offre globale, qui correspond à la situation de plein emploi, qui nous intéresse peu pour le contexte actuel, et on va uniquement regarder la partie ici où Y et P varient, non pas en sens inverse, mais cette fois-ci dans le même sens. Eh bien,
voilà, donc ça fait, si on zoome, voilà, je vous le mets à côté, et en le figurant par une droite, voilà, j'ai laissé tomber la partie hyperbolique au tracé. Si on réduit la courbe d'offre globale, si on met un coup de zoom sur la partie, je dirais, où il y a le sous-emploi, comme si après, ici à droite, vous faisiez apparaître une verticale, là, voilà, mais potentiellement, le niveau de plein emploi, il est là. Donc, on regarde la situation qui correspond à nous, on zoome sur la partie avec du chômage. Voilà. Donc, on va repartir de cette courbe d'offre globale, ici. Et donc, cette courbe d'offre globale, elle peut être affectée par des chocs exogènes, alors, si vous avez un accroissement rapide du progrès, du progrès technique, si vous avez donc qui amène à proposer de nouveaux produits ou des innovations qui permettent de réduire les coûts de production, des innovations de procédés, eh bien ces nouvelles découvertes donc entraînent un déplacement de la courbe d'offre vers la droite, donc hop, voilà ici, hein, vers la droite, et donc vous avez un choc positif d'offre globale, et donc ensuite l'ampleur des effets dépend bien de la violence, je dirais, du choc. Hein. Si vous avez des petites évolutions, les courbes se déplaceront très peu, mais par exemple, si vous avez la découverte et surtout la généralisation progressive à partir de la fin 18e de la machine à vapeur, par exemple, la première révolution industrielle, ou si on prend la révolution Internet, mais qui ne fait que commencer, hein, ou si vous prenez, je sais pas moi, l'exploitation actuelle du gaz de schiste aux États-Unis, là, pour extraire du pétrole bitumineux, bon, ben, à ce moment-là, vous avez des choses qui ont une grande ampleur. Alors, ça peut être aussi des chocs démographiques, hein, voilà, mais qui joueraient cette fois sur l'offre en amenant une vague migratoire qui amènerait une augmentation forte du facteur de travail, donc des bras, hein, la migration versus les bras ou des cerveaux, comme vous voulez, moins que, comme tout à l'heure, sur l'aspect demande, la migration et la consommation. Donc, vous pouvez avoir un choc d'offre globale, c'est-à-dire un facteur qui impacte la courbe d'offre et qui amène à son déplacement vers la droite, ainsi. Et vous pouvez avoir, inversement, des chocs exogènes qui peuvent être des chocs négatifs, et donc qui vont, eux, entraîner un déplacement, pardon, voilà, je vais y arriver, de la courbe d'offre globale, mais cette fois-ci vers la gauche. Hein. Donc, c'est des chocs qui peuvent être occasionnés par une nouvelle législation, par exemple, qui va contraindre l'offre, je sais pas, en matière de droit du travail, en matière d'environnement, un embargo sur les exportations qui fait que ben, voilà, vous découlez plus sur les marchés extérieurs votre production, et donc ça vous fait un choc extrêmement important, une flambée du prix des matières premières suite par exemple au choc pétrolier, hein, voilà, peut être quelque chose de ce type-là, et donc ça se traduit par une contraction de l'offre et généralement une poussée inflationniste, toutes choses égales par ailleurs, hein, et donc le phénomène de stagflation au début des années 70 hein, pourrait en être une bonne illustration. Hein. Après, il peut y avoir des événements plus dramatiques affectant la capacité de production d'un pays, l'amputant, comme par exemple le cataclysme de Fukushima, là, hein, le tsunami, ou encore une guerre hein, qui peut affecter durablement le potentiel productif d'un pays, une guerre civile ou un conflit international de type 14-18. Voilà. Donc, voilà ce parcours, cet approfondissement sur deux notions que nous avions rencontrées, choc exogène de demande, choc exogène d'offre et choc exogène d'offre et de demande, aussi bien positif que négatif. Et donc ici, nous avons fait, ça y est, nous y sommes, nous avons tous les outils pour
dire quelques mots sur la crise Covid. Donc, si on regarde, mais très vite, hein, l'an dernier, dès le début de l'aspect Covid et le passage au confinement, les analyses sont sorties et depuis bon, à peu près un an, il y a confirmation et ce ne sont que des raffinements, des sophistications dans la description des mécanismes. Mais très très vite, cette crise a été caractérisée et les économistes l'ont caractérisée comme étant une crise, disons, très, très originale par rapport à ce qu'on avait, c'est-à-dire cette crise, c'est un double choc à la fois d'offres et de demandes, un double choc négatif à la fois d'offres et de demandes. Donc le cumul d'un choc d'offres négatif et d'un choc de demande négatif. Et donc c'est en cela que par rapport à la typologie des crises que l'on connaissait jusqu'à présent, la crise du Covid est une crise du point de vue économique, ou du moins une crise inédite. Et donc on a affaire en même temps à un choc d'offres négatif et à un choc de demande négatif, alors que dans l'histoire, on avait des chocs d'offres, des chocs de demande négatifs, positifs, bon, restons sur les négatifs, mais on avait plutôt l'un ou bien l'autre, tandis que là, c'est l'un et l'autre, ce sont les deux en même temps. Donc, je répète, un double choc négatif, aussi bien d'offres que de demandes. Voilà, et c'est ce que l'on va ici un petit peu développer. Alors, un choc d'offres négatif. Alors, ça veut dire que pour l'économie, alors peut-être autant vous montrer le plan, excusez-moi. Voilà. Voilà. Alors, application à ce que je vous disais, à la crise, un double choc négatif d'offres et de demande. Voilà. Je vais l'attaquer un petit peu trop vite. Voilà, donc c'est vraiment l'originalité, je vous répète, c'est, voilà, il y a consensus, je crois, là-dessus, du point de vue économique, sur la caractérisation de cette crise. Et donc, le diagnostic a été fait, je vous dis, très très vite, dès les premières semaines. Et les articles, les publications économiques sur l'économie de la crise du Covid ne sont allés que dans ce sens. Les discussions, bien sûr, ont eu lieu entre les scientifiques, mais voilà, on peut dire qu'il y a un consensus sur ce diagnostic. Alors, un choc d'offres négatif, tout d'abord. Alors, pour l'économie française, par exemple, hein, les premiers effets du Covid se sont fait ressentir donc, dès le début 2020. Donc, les approvisionnements de certaines industries automobiles, notamment, hein, étaient ralentis par la mise à l'arrêt de l'économie chinoise, hein, souvenez-vous. Et donc, à ce moment-là, sous cet angle, la crise se matérialise par un choc d'offres négatif, hein, puisque cela perturbe la production des entreprises résidentes, nombre de fournitures, alors venant de Chine ou de la zone asiatique, hein, n'arrivent plus, hein, ou plus aussi vite, et donc vous avez des interruptions des chaînes de production en France, si on prend l'exemple, mais en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Hein, voilà. Aux États-Unis. Donc vous avez, de par ce problème qui au départ semble être un problème chinois et asiatique, vous avez un choc d'offres pour les économies des pays donc développés. Et donc ensuite, le confinement décrété en France le 17 mars 2020 renforce le caractère de la crise, donc un choc d'offres négatif, puisqu'il condamne à la fermeture de nombreuses activités de services, par exemple, hein, ce qui vient compléter les industries qui commençaient à être en difficulté, hein, les bars, les restaurants, les institutions culturelles, sportives, de loisirs, certains commerces, etc. Et donc pour l'économiste, c'est bien un choc d'offres négatif, hein, qui semble le mieux caractériser la situation actuelle. Hein, donc à la fois des interruptions de production liées à des fournisseurs qui sont sur les pays les premiers touchés, donc sur la Chine, hein, qui sont en manque de fournitures, hein, de biens intermédiaires, et ensuite, au fur et à mesure que la crise du Covid devient mondiale, eh bien, ce sont tous les fournisseurs
qui sont à droite, à gauche, donc qui sont touchés, et les mesures de confinement dans les différents pays qui décrètent donc l'arrêt forcé de certaines activités. Donc voilà pour rapidement brosser, hein, on en parlera un peu plus à la séance prochaine. Voilà pour l'aspect donc choc d'offres négatif, c'est ça que sur quoi je veux me polariser aujourd'hui. Et également, ce n'est pas que ça, c'est également cette crise un choc de demande négatif. C'est ça la nouveauté, c'est le cumul, l'association des deux, si vous voulez. Et donc cette crise, alors elle n'a pas forcément été aussi visible au début parce qu'elle a été d'une ampleur moindre. On s'est beaucoup polarisé sur les commerces fermés, les activités, l'arrêt de production dans nombre d'industries, les artisans au début souvent à l'arrêt. Enfin voilà, le fait qu'un appareil productif était en quelque sorte gelé, hein, et ramené à son plus strict minimum, hein. Donc ce qui fait que au début, l'aspect demande, baisse de la demande n'a pas été fortement repéré, mais assez rapidement, si vous voulez, on a vu que, eh bien, il y avait des productions auxquelles on ne pouvait plus accéder, donc il y avait une moindre demande. Alors, le choc de demande, il est là, mais il a été masqué, il l'est encore, par le fait, par exemple, que dans des pays, on a développé des palliatifs, par exemple en France, le chômage partiel, qui a été largement utilisé, où l'on maintient 84% du salaire net, les solutions à l'américaine, sous forme d'un chèque, hein, bon, qui sont pas, on en reparlera, qui posent quelques problèmes, mais il y a des mesures voilà, qui ont limité la perte de pouvoir d'achat pour nombre de ménages, et donc cela a un peu masqué la visibilité du choc de demande, mais il y a quand même sa présence. On peut le voir par exemple peut-être aux États-Unis où ils ont démarré un peu plus rapidement sous forme du chèque, là, du premier chèque Trump là, pour aider certains ménages. Et donc très rapidement, l'économie américaine, tant qu'il y avait une absence de mesures de soutien, type chômage partiel par exemple, elle a produit, si je puis dire, 3,3 millions de chômeurs supplémentaires en une seule semaine au début de 2020. Hein, donc là, le choc de demande, on se plaint souvent en France. Bon, très bien, il y a sûrement des raisons de se plaindre, mais enfin, aller aux États-Unis, à ce moment-là, aux États-Unis, c'est plus 3 millions de chômeurs en une semaine, début 2020, etc., jusqu'au temps où on va commencer à bouger. Donc, la France, je ne veux pas dire que c'est parfait, mais assez rapidement, vous avez, dans la région, les moniteurs de ski, ils sont indemnisés, les restaurateurs, et donc on va lancer un tas de mesures. Hein, donc, on en parlera la fois prochaine. Alors, il y a quand même, comme des trous dans la raquette. Hein, vous avez certains salariés les plus précaires qui souffrent de la baisse de leurs revenus, du fait de la non-reconduction d'emploi. Hein, donc, les plans se succéderont pour essayer de couvrir plus largement. Vous avez des populations, je pense par exemple aux étudiants, qui eux, avaient des petits jobs, des petits boulots qui leur permettaient d'améliorer un peu leur niveau de vie d'étudiants, et pour payer une chambre, pour payer des repas, des études. Et en fait, ils étaient positionnés sur un certain nombre d'activités de services, dans la restauration rapide, par exemple. Hein, et donc, c'est ces emplois qui ont fondu très, très, très rapidement. Hein, tous les emplois dans l'événementiel, etc. Tous ces petits jobs, eux, ont disparu et sans indemnisation. Donc, même dans les pays type France où le support, l'aide à ce choc de demande négatif a été important, ça ne signifie pas que tout le monde a été indemnisé, même si on fait partie des pays, pas le pays, mais enfin, selon les critères, on fait partie des quelques pays qui ont très très largement atténué pour l'instant ce choc de demande négatif. Au niveau macroéconomique, la situation actuelle donc se traduit
avec le temps, hein, par une baisse de la demande, malgré donc le maintien relatif du revenu, au sens où, voilà, c'est plus complexe, le temps passant, les ménages français se trouvent en situation d'épargne forcée, hein, pour une bonne partie d'entre eux. Alors, ce qui peut changer, c'est le montant, mais nombre de ménages se trouvent en situation d'épargne forcée. Hein, là aussi, il y a des situations dramatiques qu'on voit, que l'on peut connaître, etc. Mais pour l'essentiel des ménages français, je rappelle, la France est un pays développé malgré tout, hein, tout le monde, la plupart des ménages sont en situation d'épargne. Hein, voilà, et il n'y a qu'une frange de la population qui n'est pas concernée, je dirais, par ce que je dis, par la situation d'épargne. Hein. Mais pour la majeure partie des gens, il y a une situation d'épargne forcée, bien sûr, avec un montant variable, on est d'accord, hein, en France, c'est des portes ouvertes. Et donc, cette fois-ci, on a une baisse de la demande qui n'est pas tellement consécutive au fait que les salariés ne voudraient pas dépenser, hein, mais c'est lié au fait qu'ils ne peuvent pas dépenser, et donc ça vient renforcer l'originalité de la crise et la liaison entre les deux types de chocs d'offres négatifs, c'est-à-dire que c'est peut-être l'originalité de l'originalité, c'est que la fermeture des lieux de dépenses, si je peux dire ainsi, provient d'un choc d'offres, et le choc de demande, il est subordonné au choc d'offres, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas dépenser car les lieux d'offres sont fermés et donc car leur revenu a baissé puisqu'il est globalement maintenu. Donc, c'est là, vous voyez, l'originalité de cette crise, ce double choc concomitant d'offres et de demandes. Et alors, on peut le visualiser ici en reprenant les graphiques que je vous ai présentés. C'est pour ça que j'ai pris le temps de les installer. Et cette fois-ci, en gros, on les superpose. Je vous ai traité le choc d'offres négatif, visualisé ici en mauve. Nous avions vu le choc de demande négatif, ici visualisé en vert, donc le passage des courbes en trait plein vers les courbes en pointillé. Et là, vous voyez, si vous voulez, on part de la situation, en gros, à l'intersection des courbes en trait plein, hein, la plus à droite ici, et suite au choc d'offre et au choc de demande, eh bien, on se retrouve à l'intersection ici des courbes figurées en pointillés, hein, les nouvelles courbes d'offre et de demande négatives. Alors cette situation, vous voyez que on a eu un mouvement globalement de la droite vers la gauche qui se traduit donc par un revenu global, et là on retrouve la récession, hein, le recul du PIB en volume, le recul du PIB, du revenu global du PIB en volume, extrêmement brutalement, extrêmement fort, hein, puisque on n'avait pas connu depuis la guerre de recul du PIB de cette ampleur, hein, même durant la crise de 2008, hein, ça n'a vraiment rien à voir, ça n'a aucune mesure avec ceci. Hein. Donc vous retrouvez en passant de la droite vers la gauche, avec ce double choc, traduit en termes de volume de production de biens et services, l'effondrement, donc, le recul très très fort du volume de biens et services produits sur l'année, donc de ce flux. Et alors, peut-être exagéré, je l'ai visualisé avec souvent trop d'ampleur, mais c'est pour être vu sans que l'on se tue les yeux, si je puis dire. Vous voyez que ici, je vous ai figuré une résultante qui se traduit, d'où la flèche là, par une baisse du niveau général des prix. La baisse ici est de trop grande ampleur. Alors, à la limite, vous me direz, il suffirait de graduer en conséquence l'axe des prix. Mais ce que je voulais figurer ici, c'est le fait que, en fait, le double choc qu'on figure, il faut quand même représenter quelque chose qui colle un peu à la réalité. Et ça se traduit ici par un niveau général des prix qui baisse. Alors, c'est excessif, mais je voulais vous montrer ici le fait que quand vous regardez les taux d'inflation dans les grands pays sur 2020, par exemple, hein, en mars 2020, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, etc., vous êtes en situation de tension déflationniste, c'est-à-dire de tension à la baisse du niveau général des prix. Voilà. Alors là, j'ai fait une baisse, un recul, c'est excessif, hein,
Mais je voulais figurer ici le fait, alors vous savez, les prix stables, c'est le niveau général des prix qui augmente de 2% l'an en moyenne, hein, en vieillissement sur 5 ans. Et quand vous êtes avec un taux d'inflation qui est en dessous de 2%, on va dire 1 hein, pour simplifier, c'est à peu près ce qu'on trouve en zone euro, aux États-Unis, au Royaume-Uni, plus 1%, alors plus 1, c'est un nombre positif, donc les prix devraient augmenter de 1% l'année, mais en fait, ça signifie pour les banques centrales, et ce n'est pas uniquement la Banque centrale européenne, lorsque le niveau général des prix augmente, mais moins de 2%, hein, ça veut dire que, eh bien, il y a de plus en plus d'activités qui sont globalement en situation de baisse des prix, et l'indice du niveau général des prix étant une moyenne, si vous voulez, lorsque la moyenne de l'évolution des prix dans l'économie décroche par rapport à 2%, on n'est plus en prix stable, on n'est pas en inflation, on n'est plus en prix stable, et on se glisse doucement vers des tensions, vous voyez, déflationnistes à la baisse des prix. Alors la déflation au sens strict, ce serait si on avait moins 1, moins 2, moins 3, vous voyez, la baisse du niveau général des prix, et cumulée avec la baisse du prix d'autres actifs boursiers, immobiliers, et la chute de l'activité, la chute des grandeurs réelles de l'activité, la consommation, l'investissement, etc. Donc on n'en est pas là, mais voilà, cette crise du Covid, double choc négatif d'offres et de demande, il s'est traduit donc en termes, sur l'axe des abscisses, là, ce que je vais vous figurer, par un recul franc, massif, assez extraordinaire du flux de richesses nouvelles créées sur l'année, et en même temps, alors la crainte c'était que ça se traduise par une déflation, une baisse du niveau général des prix, et ça c'est vraiment l'épouvantail pour les économistes, hein, au regard de la connaissance de l'histoire des faits économiques passés, et en fait on n'a pas eu ce mouvement aussi brutal, on a réussi simplement à avoir un ralentissement de la hausse des prix assez fort, une situation donc pré-déflationniste, une tension déflationniste, et ça c'est parce qu'on a quand même amorti dans la plupart des pays, en France en particulier, le choc de demande grâce à des mesures de soutien massives hein, pour éviter que cette demande ne s'effondre et que l'on ait la déflation. Hein, parce que la déflation, c'est la crise de 29 et ce sont les grandes crises sur production du 19e siècle et c'est une catastrophe économique sans nom. Hein, voilà. Et donc, je vous dis, c'est un des épouvantails hein, absolus des économistes qui connaissent un peu leur histoire économique et sociale sur 2 siècles passés. Et donc, le déclenchement massif des mesures de soutien à la demande globale pour éviter que le choc de demande ne soit plus fort, c'est typiquement, bon, le choc d'offre, on n'y peut pas grand-chose. Par contre, le choc de demande, on y peut quelque chose. Et là, on a fait ce qu'il fallait, le fameux quoi qu'il en coûte, mais décliné dans différents pays de différentes façons. Enfin, pour les pays qui ont pu se le permettre. Hein. Il y a des pays, le choc de demande est là parce qu'il n'y a aucune mesure de soutien. Là aussi, il ne faut pas l'oublier, nous sommes minoritaires sur la planète à pouvoir se payer, si je puis dire, même à crédit de la dette, sans que ça fasse s'effondrer les économies. Nous sommes minoritaires sur la planète à pouvoir se payer ces politiques de soutien de la demande. Hein. Ne le perdons pas de vue. Voilà, donc voilà figurer l'originalité de cette crise Covid par rapport à la nature des crises. On connaissait les chocs d'offres, on connaissait les chocs de demande, positifs, négatifs, mais généralement l'un ou l'autre. Et l'originalité, c'est que là, vous avez un double choc d'offres immédiatement et qui continue, un deuxième choc de demande, et les deux sont liés et s'alimentent hein, sur l'idée que c'est le choc d'offres fait que des lieux de production, de dépenses du moins, viennent de ce choc d'offres. Hein. Le choc de demande, pardon, est subordonné, voilà, je vais y arriver, au choc d'offres. Hein. Ce n'est pas que les gens ne peuvent pas dépenser, c'est que les occasions d'offres sont fermées car le revenu est là, mais pour la plupart des gens, mais voilà, ça ne se traduit pas par une dépense. Alors, en fait, il faudrait affiner, puisqu'au fil du temps, ceci est surtout vrai
en intensité disons, il y a un an, quoi, le premier confinement, où les usines s'étaient mises en partie tout à l'arrêt, où les artisans ne faisaient pratiquement plus rien sur le dépannage. Et en fait, avec le temps, lorsqu'il y a eu les nouvelles vagues, sans polémiquer sur est-ce que c'est des vagues deuxième, troisième ou pas, mais avec les mesures là de stop qu'il y a eu de temps en temps, à la Toussaint, et puis là, actuellement, nous commençons peut-être à sortir, là, on a vu qu'au contraire, alors euh, ça dépend, les artisans travaillent par endroits comme des fous, ils ont des carnets de commandes terribles, voilà, mais parfois, si ça fait appel à des produits importés, vous voyez, par exemple, il y a des gens qui ont signé des bons de commande pour, par exemple, faire changer des menuiseries, type alu, voilà, pour leur maison, là, pour l'isolation thermique, dont les carnets de commandes sont pleins, mais parfois, au niveau de l'offre, il suffit que, comme l'assemblage est fait en Europe de l'Est, eh bien, il suffit que vous ayez un pic de Covid sur la Pologne ou la République tchèque. À ce moment-là, si vos fournisseurs, assembleurs de menuiserie sont touchés, que vous avez 10 à 20 à 30% de l'effectif de l'usine d'assemblage de profilés d'alu qui est sous le Covid, à ce moment-là, eh bien, voilà, l'activité, par répercussion, par exemple en France, est freinée. Mais voilà, mais si vous avez une activité qui demande moins de produits, de matériaux importés, à ce moment-là, voilà, je pense pas de la peinture, par exemple, bon, là, impossible au premier confinement, alors que là, bon, globalement, peinture, le matériau est disponible, à ce moment-là, les peintres courent partout, ravalent en extérieur, enfin voilà, il y a la, la masse d'échafaudage, voilà, être là. Alors, pour les gens qui peuvent le payer, mais enfin, encore une fois, je le rappelle, nous ne sommes pas dans un pays du tiers-monde, même s'il y a des situations difficiles dont il faut tenir cas, qu'il faut prendre en compte et qu'il faut absolument essayer de traiter, pour la majorité des gens, voilà, la situation est une situation d'épargne forcée, au montant variable, mais une situation d'épargne forcée. Alors, on peut compléter ce double choc négatif d'offres et de demande en intégrant quelques d'autres aspects internationaux, ce que j'ai déjà commencé à faire. Et donc, au niveau des relations inter-entreprises, si les clients étrangers de nos entreprises, par exemple françaises, arrêtent de nous commander des produits du fait de contraintes budgétaires, à ce moment-là, on va avoir un choc de demande négatif. Les carnets de commandes vont être touchés, ce qui va donc aggraver la dynamique nationale. Si les fournisseurs étrangers n'arrivent plus à nous livrer les produits qu'on leur a commandés, ce sera cette fois-ci un choc d'offres négatif qui viendra pénaliser un peu plus nos entreprises. Et la diffusion de la pandémie à travers le monde produit des dynamiques de contamination ensuite réciproques au gré des relations d'interdépendance productive et de commerce international. Et donc parfois, vous pouvez avoir l'aspect offre, l'aspect crise d'offre qui l'emporte, et à d'autres moments, ça peut être l'aspect crise de demande qui peut être davantage mis en avant. Ça va dépendre des situations particulières. Mais globalement, sur un ensemble de double choc d'offres et de demandes négatifs. Et donc, la Chine, par exemple, qui est davantage un fournisseur qu'un client pour nos entreprises, voilà, quand la Chine est à l'arrêt début du confinement, ça alimente fortement l'aspect choc d'offres à ce moment-là, en janvier-février dernier, enfin il y a un an, pardon. Et par contre, si l'économie américaine se met en veille, cette fois-ci, ce sont nos débouchés qui sont touchés, par exemple. Voyez, du fait si les Américains se mettent en épargne forcée ou n'ont plus les moyens de consommer pour certains, eh bien, ce sont des marchés qui se ferment pour nos entreprises. Les difficultés en Italie et en Espagne sont très problématiques pour nos entreprises françaises parce qu'il s'agit de partenaires commerciaux importants pour la France. Et donc là, nous sommes en présence d'un choc de demande négative, etc. On pourrait multiplier les situations. Donc, suivant les pays, nos relations d'import-export, la façon dont la production est organisée, divisée dans le monde, et donc suivant les relations
de clients fournisseurs pour des produits intermédiaires, eh bien, ce sera l'aspect offre, l'aspect demande, mais au niveau agrégé, si on regarde pour la France, ou pour un pays en général sous tous les aspects, et en agrégeant, eh bien, on a à ce moment-là ce double choc, vous l'avez compris, négatif d'offre et de demande qui caractérise économiquement cette crise Covid. Donc, crise spécifique qu'on a pu caractériser parce qu'on a fait ce long détour, enfin long, on a pris 2 séances pour se socialiser, se former un petit peu rapidement sur la notion de crise. Donc vous avez vu, ça nous a permis de pouvoir comprendre un petit peu ce qu'il y a dans tous les articles qui essaient d'analyser la crise. Et vous trouverez ce double choc négatif d'offre et de demande en termes de recherche de causalité, et non pas une crise aux causes exogènes, aux causes endogènes, pardon. Voilà, vous avez cette particularité. Alors, ce point étant fait, là, je pense que bon, on peut assez insister, vous avez compris. Et donc, la fois prochaine, on continuera à travailler sur cette crise Covid et on utilisera un circuit économique pour montrer, avec un autre éclairage, des facettes de la crise par grands acteurs économiques. Et on regardera en même temps les sortes d'antidotes au poison de cette crise Covid économiquement, à travers les différents plans, les aides, le chômage partiel, les chèques aux États-Unis. Enfin voilà, on verra en même temps comment ça se traduit plus concrètement en étant moins agrégé, moins global, comment ça se traduit pour les agents économiques. Et en même temps, on fera coller un petit peu les tentatives de réponse des gouvernants pour essayer de passer ce double choc d'offres et de demandes négatifs. Voilà. Donc, à la séance prochaine.